Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent par KTO. Soyez les bienvenus pour cette deuxième rencontre des ternes de l'année 2017-2018. Après une relecture chrétienne de l'année électorale, nous vous proposons donc de réfléchir ce soir à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'ère du digital. Alors, il y a un absent parmi nous, c'est Xavier Darcos, qui s'était annoncé, membre de l'Académie française, ancien ministre de l'Éducation nationale, mais un homme si important peut avoir des cas de force majeure qui le retiennent d'être présent là où il était annoncé. Et donc, Xavier Darcos m'a prévenu il y a quelques jours qu'il ne pourrait malheureusement pas être des nôtres. Il penserait bien à nous, mais il ne sera présent parmi nous que par son dictionnaire amoureux de l'école que vous pourrez acquérir en sortant de cette crypte. Mais je remercie tout spécialement Marc Vanesson, délégué général du think tank Vers le haut, qui réfléchit aux problèmes d'éducation, d'avoir accepté immédiatement de combler le trou laissé par Xavier Darcos. Et j'en suis d'autant plus heureux que je sais tout le prix de la réflexion et de l'action de Marc Vanesson. Vous aurez l'occasion de vous en apercevoir. Donc merci beaucoup à nos 4 intervenants de ce soir, Laurence Mathias, Alain Giffard, Nicolas Prinsen et Marc Vanesson. Je vous les présenterai de manière un peu plus développée au fur et à mesure de leurs premières interventions. Et je voudrais commencer en me tournant vers Laurence Mathias, qui est professeure de philosophie en classe préparatoire à Sainte-Marie-de-Neuilly, tout près d'ici, et également au séminaire de Versailles. Il nous semblait très important pour réfléchir au contexte nouveau du rapport à l'écrit, à la lecture, à l'écriture des jeunes qui sont aujourd'hui en phase d'être formés, d'avoir une enseignante de terrain. Alors immédiatement, certains d'entre vous se disent, s'il y a bien une enseignante qui n'est pas de terrain, c'est la professeure de philosophie des classes préparatoires de Sainte-Marie-de-Neuilly, qui n'a que la crème de la crème, que des garçons et des filles excessivement cultivés et engagés dans la lecture depuis longtemps, depuis leur plus jeune âge. En réalité, c'est cela aussi qui est intéressant, c'est de voir que même dans un public aussi particulier que celui de Sainte-Marie-de-Neuilly, le rapport à l'écrit se pose aujourd'hui en des termes assez nouveaux. Et donc, Laurence Mathias, nous sommes heureux de vous écouter, nous dire en quelques mots comment vous accueillez cette question, la lecture et l'écriture à l'ère du numérique, comment aussi vous allez au-devant de la situation intellectuelle de vos étudiants pour les aider à entrer dans les textes qui permettent aussi d'accéder au réel. Merci beaucoup, Père. Bonsoir à tous. Alors, vous venez de dire comment j'accueille cette question. Accueillir une question en philosophe, c'est d'abord interroger la question. C'est un peu pénible, mais c'est un réflexe dont on ne peut pas se départir. Autrement dit, avoir à réfléchir sur la question, est-il encore utile d'apprendre à lire et à écrire à l'ère du digital, a suscité d'abord une sorte d'étonnement de ma part, parce que c'est une fausse question, si vous êtes d'accord avec moi, excusez-moi Père, mais parce que évidemment tout le monde dans la salle veut qu'on y réponde oui. Donc c'est une question dont on connaît déjà la réponse en un sens. Et peut-être y en a-t-il qui veulent répondre non. Mais du coup, je vois dans cette question quelque chose comme un signe, ou Nietzsche dirait un symptôme de notre société, et tout d'abord d'une forme peut-être de perplexité, voire de panique, à l'égard des changements brutaux que cette société connaît, et du coup des conséquences de ces changements sur la transmission pour nos jeunes, auprès de nos jeunes. J'en veux pour preuve l'appellation X, Y, Z des jeunes générations, et je me dis toujours, mais après c'est quoi? C'est l'apocalypse? Qu'est-ce qu'il y a après Z? Effet de sidération. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par 3 citations qui pourraient bien le donner à penser. Notre jeunesse d'aujourd'hui est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a plus de respect, nos enfants répondent à leurs parents et bien souvent bavardent au lieu de travailler. Autre citation, je n'ai guère d'espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement de demain parce qu'elle est devenue insupportable et sans retenue. Ou encore, les jeunes gens d'aujourd'hui sont devenus paresseux
Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Seront-ils capables de maintenir notre culture ? Alors, vous m'avez peut-être vu venir, la première citation est de Socrate, donc fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. La deuxième est d'Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ. Et la dernière, ma préférée, vieille de 3000 ans, retrouvée sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone. Et donc, vous voyez que le premier constat sur lequel je voudrais m'appuyer, je ne sais pas si ça rassure ou si ça inquiète, c'est que depuis toujours, le niveau baisse, depuis toujours, les jeunes ne lisent plus, si je puis dire, depuis toujours, ils ne sont plus cultivés, et depuis toujours, autrement dit, nous vieillissons et les jeunes changent. Voilà, c'est peut-être la première chose que je retiens de façon un peu provocante de la formule. Le est-il utile aussi, est-il utile d'apprendre ? Quel est le présupposé qu'il y a derrière le fait de se demander s'il est utile de continuer à lire et écrire ? Et je dirais que je réagis particulièrement à cette formulation dans la mesure où par rapport à ce que vous venez de dire, Père, c'est vrai que j'ai des jeunes comme élèves, j'ai un public extrêmement privilégié qui n'est pas sans, quelquefois, certaines difficultés dans l'écriture, dans la lecture, mais surtout on a un énorme travail à faire pour faire valoir dans notre, disons dans le panorama des études scolaires, l'importance de filières littéraires, de filières qui finalement, dans lesquelles les étudiants consacrent 2 ou 3 ans à acquérir des fondamentaux. On a constaté autour de cette table qu'on les avait tous un peu acquis de la même manière, mais à acquérir des fondamentaux dans la lecture et dans l'écriture. Parce qu'il va de soi que le lire et l'écrire dont il s'agit dans la question ne vise pas simplement à faire de nous des gens qui ne sont pas des analphabètes, mais à faire de nous des personnes qui lisent, qui goûtent la lecture, qui lisent ce qu'on pourrait appeler des classiques, ou en tout cas qui font le pari de ce détour par la culture. Et donc, moi, je viens aussi ce soir comme témoin de l'importance de ce qu'il y ait encore une filière qui permette d'emporter les exigences, j'espère, au plus haut. Et cela, c'est aussi une difficulté depuis toujours. Socrate, qui sera mon ami et mon allié ce soir particulièrement, Socrate a été vilipendé, moqué par Calliclès dans le Gorgias, et il lui disait quelque chose qu'on dit encore à nos jeunes d'aujourd'hui. Bon, lire et écrire quand on est jeune, apprendre à lire et écrire, faire ce détour par la culture, c'est bien quand on est jeune, mais après il y a les affaires sérieuses, il y a le monde politique, il y a le monde économique, et donc l'utile, voilà, de quelle manière l'apprentissage de la lecture et de l'écriture interroge notre rapport aussi à l'utilité, et de quelle utilité s'agit-il ? Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais répondre à la question, je ne vais pas l'esquiver, mais je tire de ce premier moment 2 convictions, ou 2 certitudes. On ne gagne rien à réfléchir sur le temps présent en étant tétanisé par sa nouveauté, en cherchant à courir après ce temps présent, en se sentant toujours en retard, en se sentant toujours un peu pris en faute. Les parents qui disent « oui, mais mon enfant maîtrise mieux le numérique que moi », etc. Ça n'interdit pas de s'y intéresser, ça n'interdit pas sans doute de les y surveiller, de les y guider, de les y faire grandir. On ne gagne rien à réfléchir en étant englouti par le rythme que notre monde exige. Et le paradoxe que je vais essayer de vérifier avec vous ce soir de façon très brève, mais c'est que le détour par la lecture, l'apprentissage de la lecture de textes anciens, c'est ce que je vérifie tous les jours avec mes jeunes en prépa, eh bien c'est une condition pour prendre la mesure de notre nouveauté, c'est une condition pour comprendre la nouveauté du monde. Et en ce sens, je crois, mais vous serez tous d'accord avec moi, qu'il faut se rappeler en permanence que ce n'est pas parce qu'on utilise un iPhone et un ordinateur qu'on est intelligent, ça ne suffit pas en tout cas, et se souvenir que nous sommes, comme le disait de façon très belle Bernard de Chartres, nous sommes des nains portés sur des épaules de géants. Si on nous enlève ces géants de notre culture, eh bien nous ne voyons plus nulle part. Deuxième certitude que je gagne à cette première interrogation sur la question, on ne gagne rien, et tous les éducateurs le savent, à aborder les jeunes à partir de cette attitude qui consisterait à dire « oh là là, vous ne lisez plus,
j'ai un peu la même avec mes enfants, hein, mais c'est terrible, vous ne lisez plus, vous allez tous perdre, tous pourris, vous êtes tous idiots parce que vous ne lisez plus. Autrement dit, je pense qu'il faut d'emblée tirer de cette difficulté dont la question est le signe ou le symptôme, eh bien, l'idée qu'il faut susciter l'intérêt en tirant vers le haut nos étudiants, nos élèves, nos enfants, en leur montrant l'intérêt de grands textes, en leur montrant l'actualité des grands textes, et non en leur proposant des sous-thèmes ou des sous-textes. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Alors, si j'essaye maintenant de répondre un peu plus directement à la question, le digital rend-il caduque un certain nombre de nos exigences d'apprentissage et est-ce qu'il modifie en profondeur les modalités de mon travail, de notre transmission? Évidemment, c'est une question importante, décisive, hein, que l'école se pose, que les parents se posent, que les enseignants se posent. Et pour aller vite, il me semble qu'on peut je peux essayer de définir mon travail comme un travail de passeur. Je ne me suis pas passeuse, je ne sais pas si ça se dit, c'est-à-dire de continuellement permettre l'articulation entre notre héritage, entre la rive de notre héritage et la rive de ce que nous sommes à présent, dont il s'agit de prendre l'exacte mesure. Or, c'est vrai, hein, nous sommes face à une révolution, à une accélération, hein, sans doute d'une rupture qui est analogue, il me semble, à celle du passage entre l'écrit et l'oral, à celle donc du passage plutôt entre l'oral et l'écrit. Il me semble qu'il y a une radicalisation de cette révolution. Et pour essayer de la penser, je vais faire appel aux plus beaux textes de la philosophie sur l'ordinateur et sur Internet, sur le digital. Je veux parler du mythe de Teut dans le Phèdre de Platon. De même que sans doute le plus beau texte sur la télévision en philosophie, c'est l'allégorie de la caverne. C'est pas moi qui le dis, c'est un ami responsable des programmes à TF1 qui me dit il n'y a pas un jour sans que je pense à l'allégorie de la caverne. Alors je vous raconte très très vite l'histoire. Le dieu Teut, inventeur de l'écriture, donc on va dire le dieu Facebook, le dieu, non je dis n'importe quoi, le dieu Internet, hein, présente au roi d'Égypte Tammuz son invention comme un remède. Il dit c'est un remède, un pharmakon en grec, un remède à l'oubli et à l'ignorance. Hein. Plus besoin d'apprendre puisque tout se trouve dans les livres. Et Tammuz lui répond, ton remède, ta drogue, c'est en fait un poison. C'est-à-dire, au lieu de soigner le mal, il l'aggrave. Hein. Il va nous rendre moins savants et plus ignorants. Et pourquoi ? Eh bien parce que le texte est comme un orphelin, alors que la parole est accompagnée par son père, sa mère, et il peut toujours demander assistance. Je me permets, c'est peut-être hors sujet, mais dans une soirée sur la lecture, je m'autorise juste à lire 3 lignes de cela. Hein. Voilà maintenant que toi qui es le père de l'écriture, tu lui attribues par complaisance, père d'Internet, père du digital, tu lui attribues par complaisance un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans Wikipédia, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. Ce n'est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration que tu as trouvé le remède. Quant à la science, c'en est l'apparence que tu procures à tes disciples, non la réalité. Lors donc, grâce à toi, ils auront lu ou reçu beaucoup de choses sur Internet, sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de science, alors même que dans la plupart des cas, ils n'auront aucune science. De plus, ils seront insupportables dans leur commerce parce qu'ils seront devenus des semblants de savants au lieu d'être des savants. Je retiens de ce texte, vous voyez, une distinction qui du coup nous éclaire, il me semble, aujourd'hui. D'abord, elle corrobore cette distinction, ce texte trouve des échos très contemporains dans l'analyse que peut-être mes partenaires ce soir conforteront, c'est-à-dire que dans l'apprentissage, le numérique peut être à la fois
l'ami et l'ennemi de l'apprentissage. Il peut être tour à tour remède et poison dans le même, dans le même mouvement. C'est pour ça qu'on est toujours un peu sur la brèche et qu'il ne suffit pas évidemment d'équiper des lycées en instruments informatiques pour faire que tout d'un coup, de façon miraculeuse, tous les élèves savent et aiment lire et écrire. Vous voyez qu'ici, d'après Platon, la frontière ne passe pas entre l'oral et l'écrit, entre le livre et Internet, mais entre le dehors et le dedans, entre le vivant et le non-vivant, à l'intérieur des apprentissages et à l'intérieur de la mémoire. C'est-à-dire, je peux réciter par cœur bêtement un texte, de même que je peux, par la mémoire, le faire mien. Par l'apprentissage. Vous voyez, au cœur même de l'apprentissage par cœur, je peux le répéter comme un perroquet, ou je peux le faire tellement mien qu'ensuite, ce texte va devenir ma propre pensée. Il ne s'agit donc pas de dire, de ma part, que rien ne change, tout change au contraire, mais les exigences qui sont les nôtres pour nous, professeurs, c'est-à-dire les exigences de l'accès à la vérité, de l'accès aux autres, elles restent les mêmes. Et du coup, notre rôle de passeur est accru et renforcé. Il faut faire en sorte que l'activité permise par le digital, que l'accès facilité au savoir et à l'information soit effectivement mis au service d'un savoir vivant, intelligent, personnel. Et ça, c'est notre boulot, nous, professeurs, de vérifier, d'accompagner les jeunes pour cela, par un travail sur leur prise de notes en cours, un travail sur leur fiche de lecture, bref. Je conclurai, parce que j'ai déjà peut-être été un peu longue, par cette idée qu'il faut déployer aujourd'hui, encore plus qu'hier, notre talent, notre inventivité, à nous adultes, pour faire apprendre, faire aimer, effectivement, lire et écrire. Et pourquoi est-ce indispensable ? Parce que le texte, qu'il soit numérisé ou papier, eh bien, je dirais, c'est une médiation indispensable entre soi et soi. C'est en lisant, je me décentre, je reçois de l'autre une vision du monde, une vérité que je n'ai pas constituée mais que je dois faire mienne, et du coup, qui, vous voyez, dans ce mouvement d'appropriation et de désappropriation. Et à ce titre, je crois qu'on ne comprend rien de soi, ni rien du monde, sans le détour, j'emprunte à Ricoeur cette formule, sans le grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de la culture. Et je voudrais dire que le texte, la lecture, c'est aussi la métaphore, du coup, de notre rapport aux autres, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport à notre vie, à l'histoire, chercher le sens d'une vie, raconter sa vie et chercher le sens de cette vie, c'est évidemment grâce à l'interprétation, grâce à la lecture, nous lisons notre vie, et ça n'est pas pour rien que notre religion est une religion du livre, bien sûr. Voilà, donc dans la lecture, j'espère avoir essayé un peu de fonder la nécessité, effectivement, la nécessité et non pas seulement l'utilité d'apprendre aujourd'hui à lire et à écrire. Merci beaucoup. Nicolas Prinsen, vous avez acquis quelques-uns des fondamentaux évoqués par Laurence Mathias, puisque vous êtes entré à l'École normale supérieure en philosophie, vous avez été à Sciences Po, HEC, et donc j'imagine que vous avez un petit peu lu pour parvenir à tout cela. Vous avez eu un engagement de type plutôt politique en étant conseiller technique à l'Élysée de 2007 à 2012. Vous avez été le responsable de la campagne sur le web d'un candidat à la présidentielle de 2012, donc un rapport très fort au digital. Et puis, vous avez fondé la start-up Glose, qui se présente comme une plateforme de lecture numérique sociale. Alors, en écho à ce que vient de nous dire Laurence Mathias, pouvez-vous nous expliquer quel est ce projet dans lequel vous vous êtes engagé après une phase plus politique de vos activités? Merci Père, bonsoir à tous. Je pense que je vais parler quelques minutes et j'espère que ça éclairera un petit peu mon parcours
qui en effet est d'un pur littéraire, qui s'est intéressé à la révolution technologique, qui est la révolution du numérique. Et en effet, j'ai été pendant 5 ans le conseiller au numérique du président Sarkozy, entre 2007 et 2012. Donc j'ai un petit peu essuyé les plâtres du début, de la prise en considération, de la révolution d'Internet au plus haut niveau des politiques publiques. Et ça a été vraiment une expérience très intéressante où on voit le monde et son pays qui se transforment à la lumière des nouvelles technologies. Et ces 2 expériences, à la fois d'un littéraire et puis ensuite de quelqu'un qui s'intéresse au numérique, qui m'ont amené à créer la start-up que j'ai créée, qui est une société de technologie, mais qui a pour mission de rendre la lecture meilleure sur les écrans. Mais avant de vous parler exactement de ma start-up, j'y viendrai à la fin, elle s'inscrit totalement dans le contexte de ce qu'on dit, donc merci beaucoup pour l'invitation. En effet, je trouve que la question qui est posée, lire, écrire à l'ère du numérique, elle est provocatrice, mais en même temps, elle est extrêmement actuelle. Clairement, l'écrit, la lecture, sont aujourd'hui, sinon menacés, très largement discrédités. On le voit tous les jours, notamment sous l'impact de la technologie. Il n'y a plus l'effet de rareté ou d'importance donnée à la chose écrite qu'il y a eu historiquement pendant des siècles et des millénaires. La lecture en tant que telle est parfois peut-être pas critiquée, mais mise au second plan comme outil de formation de soi-même, parce qu'on vit dans une ère du tout technologique où vraiment tout est fait pour valoriser à peu près l'inverse de ce que charrie la lecture, c'est-à-dire plutôt que la concentration individuelle, le pouvoir du social et du collectif, plutôt que le temps long de l'apprentissage, de la lecture, le temps court du savoir immédiat, qui n'est pas forcément du savoir. Et donc je pense que c'est une vraie question, qui est une question de civilisation, qui est de savoir, mais finalement, où allons-nous avec la lecture, où allons-nous avec l'écriture? Et je pense que si ce n'est pour vous, sans doute pour vos enfants ou vos petits-enfants, vous posez-vous la question, mais enfin, est-ce qu'ils vont avoir le même niveau de maîtrise de la langue, la même capacité, la même envie de lire que j'avais, étant donné l'immensité des contenus et des formes de médias qui leur sont bombardés toute la journée. En effet, est-ce que la lecture, est-ce que l'écriture sont menacées? Alors il y a un premier argument qui dirait que la lecture en tant que telle est une forme d'apprentissage qui est presque dépassée. En effet, naturellement, l'enfant, l'adolescent, aujourd'hui, il est rare qu'il se jette sur un livre. Il faut savoir aujourd'hui, pour donner quelques statistiques, que la moyenne de l'âge d'un petit Français, l'âge moyen auquel il accède à son smartphone, peut-être pas parmi vous, mais en moyenne sur la France, c'est 10 ans. Donc imaginez-vous, si vous revenez en arrière, qu'on vous dit à l'âge de 10 ans, vous avez un smartphone qui est à la fois un outil de communication avec les amis, mais aussi une console de jeu, mais aussi une télé. Donc ça, c'est le contexte technologique dans lequel on vit. Et puis on se dit, mais finalement, les expériences digitales sont tellement plus excitantes, tellement plus addictives, jouer à un jeu vidéo par rapport à lire un livre. Enfin, vous comprenez, c'est quand même, c'est ça qu'on a envie de faire aujourd'hui. Ce discours, il est réel, je pense que chacun l'a entendu, et il est là, et il est nouveau. Il y a une deuxième question, un deuxième angle d'attaque qui est, mais finalement, la lecture, c'est quoi? D'un point de vue civilisationnel, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé historiquement pour communiquer avec ses ancêtres. Non seulement communiquer, mais en tirer le substrat le plus important, puisque l'humanité que nous connaissons s'est construite sur l'idée que ce qui est écrit et ce qui, par définition, vaut la peine d'être transmis. C'est le substrat d'une génération. Ce qu'un grand-parent écrit à son petit enfant, c'est ce qui doit rester après sa disparition. Mais finalement, est-ce qu'on a encore besoin de communiquer avec ses ancêtres? Quand on vit un présent si nouveau, si incroyable, à l'heure d'une révolution technologique si majeure, est-ce que finalement on a besoin de garder ce lien? Est-ce que finalement on ne devrait pas être révolutionnaire au point de vouloir réinventer une humanité nouvelle qui pourrait se passer de ce lien avec l'ancien? Finalement, cette perspective-là n'est-elle pas plus excitante? Ce discours, il existe, peut-être pas formulé aussi avec autant de provocation, mais il existe. Et puis le troisième angle d'attaque,
c'est celui que sans doute vous entendez à longueur de journée dans les médias. Il est médiatique, mais il est aussi très réel. C'est l'émergence de technologies comme l'intelligence artificielle qui sont décrites et qui ont réellement le potentiel de se substituer ou de concurrencer une partie de l'intelligence humaine. Et il est vrai que, alors pour ma part, je le dis tout de suite, les discours un petit peu alarmistes sur le sujet, j'y crois. Donc je ne suis pas là pour vous rassurer sur ce point. Les technologies que nous connaissons aujourd'hui, pour faire simple, développent des machines qui elles-mêmes apprennent à apprendre, comme le fait l'homme, apprennent à combiner des éléments, des informations et à créer des scénarios nouveaux. Il y a 20 ans, un ordinateur a battu Garry Kasparov aux échecs. C'était Deep Blue. Maintenant, il y a 2 ans, un ordinateur a battu le champion du monde du jeu de Go, qui est autrement plus complexe et autrement plus créatif. Finalement, quand on voit la vitesse de l'évolution de cette intelligence, où va-t-on? Et moi, derrière mon livre, à lire La Chartreuse de Parme, bon, est-ce que je suis vraiment en train de m'armer comme je le devrais pour faire face à ça? Ne devrais-je d'ailleurs pas plutôt être un ingénieur qui va créer les intelligences artificielles de demain? Ce sont des vraies questions, y compris de manière très simple, des questions d'orientation. Et derrière les questions d'intelligence artificielle, il y a la question de la technologie, parce que les mêmes qui vous parlent d'intelligence artificielle vous disent que dans 10 ans, le cerveau humain ne sera plus seul dans notre corps, il sera accompagné de puces électroniques, de stimulants neurobiologiques, comme on dit, c'est-à-dire la technologie sera devenue tellement invasive ou discrète qu'elle s'intégrera même à notre biologie. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai une puce dans laquelle sera contenue toute une bibliothèque de l'humanité, finalement, à laquelle j'aurai accès, et aurai-je encore besoin de lire alors si, en un claque de synapse, je peux accéder à la page ou le passage dont j'ai besoin pour remplir une dissertation. Ça vous a l'air exotique peut-être, mais ces scénarios sont très réellement discutés par les gens les plus puissants du monde, que sont aujourd'hui les dirigeants des grandes sociétés de technologie. Alors, là-dessus, je fais un grand détour historique, mais se pose une question, et personnellement je la formule comme ça, l'homme, l'humanité, est face à un défi qui, par bien des aspects, est sans précédent, face à une intelligence autre qu'elle-même, autre que la sienne, qu'on appelle l'intelligence des machines, donc l'intelligence artificielle. Et face à ça, moi je me suis posé une question, je me suis dit, mais enfin, cette réalité est-elle 100% totalement nouvelle, ou y a-t-il des exemples dans l'histoire d'une intelligence qui s'oppose à la nôtre comme concurrente? Et en vérité, à ma grande surprise, il y en a une, et donc je vous la raconte. Le seul épisode réellement dans lequel l'intelligence humaine ait été opposée à une autre intelligence, concurrente de la sienne, c'était il y a à peu près 30 000 ans. Et cet épisode est raconté dans un livre récent qui s'appelle « Sapiens », que vous avez tous dû voir en pile dans les librairies. Et ce que dit ce livre est très intéressant. Sapiens raconte comment l'humanité que nous connaissons s'est créée sur la base d'un génocide où l'homo sapiens a historiquement battu tous les autres homos. Et nous tous, aujourd'hui, sommes descendants de l'homo sapiens, et nous avons quelques petits pourcents de gènes qui appartiennent aux autres homos, notamment le numéro 2 du classement, qui était le néandertal. Et la question se pose, mais qu'est-ce qui fait que l'homo sapiens a battu l'homo néandertalensis? Qu'est-ce qui a fait la supériorité de sapiens? Eh bien la réponse, elle m'a vraiment scotché, et en même temps, elle fait parfaitement sens. C'est que le sapiens a développé une capacité que n'avait pas le néandertal. Et cette capacité, c'était quoi? C'était de projeter et de créer des fictions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par des fictions? C'est des pensées abstraites. Et la valeur de ces pensées abstraites, c'est qu'elles pouvaient être partagées à distance par des tribus et des familles qui ne se connaissaient pas. Et Néandertalensis n'avait pas cette capacité. Et la conséquence concrète, c'est quoi? C'est que Sapiens a réussi à fédérer des groupes d'humains beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes que le Néandertalensis, parce que les gens ont créé des connexions sans se connaître, sans faire partie de la même tribu ou de la même famille, mais parce qu'ils partageaient une histoire commune.
Et c'est ça qui a fait que Sapiens a conquis les continents et que Néandertalensis, par petits groupes, s'est fait envahir. Il est évidemment extrêmement facile de lire l'histoire de l'humanité à l'image des fictions ou des histoires ou des savoirs réels ou fictifs que nous partageons dans des groupes toujours plus grands de personnes. Et ça m'a quand même fait réfléchir. Je me suis dit, mais alors, c'est pas un outil qui a fait la supériorité de Sapiens, c'est une capacité d'abstraction, une capacité d'imagination et de communication. Et il doit y avoir là, quelque part, une réponse à la question de comment on fait face à une intelligence peut-être plus grande ou différente de la sienne. Alors, la deuxième chose que j'ai fait, c'est qu'en regardant l'histoire, on s'aperçoit que, en fait, la technologie, tout dépend de ce qu'on en fait. Et on a tendance à opposer le livre, la lecture, à la technologie, mais en vérité, l'histoire du livre, elle est totalement déterminée par la technologie. Le livre est un objet de technologie. Il n'a pas toujours été dans le format que l'on connaît, il n'a pas toujours été en poche, par exemple. Il s'est d'abord appelé la tablette, puis il s'est appelé, la grotte, avec la peinture sur les murs, puis la tablette en marbre, puis le codex, puis le papyrus et puis le codex, et puis ensuite le livre imprimé. À chaque fois, ce sont des évolutions technologiques qui ont amené la lecture et qui l'ont démocratisée. Et donc finalement, l'opposition que l'on fait entre technologie et lecture est-elle si valide que ça ? D'autant plus que, en vérité, si vous regardez l'histoire de l'humanité, à chaque rupture technologique qui a bénéficié au livre a correspondu un saut cognitif de l'humanité. Lorsque, par exemple, Gutenberg a inventé l'impression, l'imprimerie, c'est de la technologie qu'il a inventé. Et l'impact de l'imprimerie sur l'humanité, c'est pas seulement une diffusion plus large du livre, c'est toute la Renaissance, c'est toutes les Lumières, c'est le fait que d'un seul coup, le livre n'était plus rare, il pouvait être partagé, en étant partagé, il pouvait être discuté, en étant discuté, il pouvait être critiqué, et créer la modernité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en vérité, pour en arriver à aujourd'hui, est-ce que finalement les écrans, plutôt qu'un ennemi, n'étaient pas une modalité possible du futur de la lecture ? Se détacher du livre ou se dire que le livre finalement n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la lecture, c'est difficile parce qu'on est tous attachés à cet objet de manière très profonde. Mais il faut se poser la question, est-ce que la lecture sur les écrans ne serait pas forcément le renversement de l'histoire dont on aurait besoin pour dire mais finalement c'est peut-être l'iPhone l'instrument de lecture du futur. Personnellement, je travaille avec cette hypothèse aussi parce que je n'en vois pas d'autres. Alors, pour quand même donner quelques bonnes nouvelles, je dis qu'il y a une volonté aujourd'hui de discréditer la lecture et l'écriture, mais en vérité, il y a un courant qui est peut-être moins perceptible, mais très réel, qui est en train, au contraire, de créer les arguments pour une défense farouche de la lecture et de l'écriture. Celle-ci, elle est portée pas seulement par des lettrés, mais par des scientifiques. Et en effet, pour moi, la grande nouvelle de ces 20-30 dernières années, c'est le fait que les sciences se sont enfin attaquées à la lecture pour essayer de comprendre scientifiquement comment ça marchait et quelle en était la valeur. Et pour vous dire très rapidement les bonnes nouvelles, eh bien, ce qu'ont prouvé d'abord les sciences sociales, comme la sociologie aux États-Unis dans les années 60, c'est que la lecture était la meilleure façon d'apprendre un contenu, quel qu'il soit. Je m'explique, des tests ont été faits dans des classes américaines par des sociologues de très haut niveau pour dire, finalement, on va faire un test de français, ou d'anglais en l'occurrence, et on va prendre plusieurs classes. Il y en a, on va juste les faire lire, et il y en a, on va les faire réviser le contrôle. On va leur faire faire des tests pour se préparer aux tests. Résultat, ceux qui n'ont fait que lire en silence, de manière concentrée, ont explosé les autres. Autrement dit, lire tout seul, en silence, est plus puissant que réviser un contrôle pour réussir un contrôle. Première information. Deuxième information, et là je vais 40 ans plus tard, la grande révolution du moment, c'est les neurosciences. C'est qu'enfin, l'humain, grâce à la technologie, a la capacité d'analyser le cerveau. Et lisez depuis 10 ans les quelques livres qui ont révélé au grand public
la science de la lecture du point de vue du cerveau. Et vous verrez qu'il y a de quoi avoir de l'espoir, parce que les neurosciences, portées notamment par un professeur français du Collège de France qui s'appelle Stanislas Dehaene, ont expliqué exactement ce qu'était la lecture d'un point de vue neuroscientifique et ont montré que c'était un acte non seulement miraculeux, mais d'une puissance sans équivalent pour le développement du savoir. Je vous renvoie à leurs travaux où on pourra en parler. Et donc moi, c'est à la lumière de ça que je me suis dit, mais finalement, le grand défi de notre temps, ou en tout cas un des grands défis, c'est de réussir à mettre la technologie au service de la lecture. Et donc j'ai créé une plateforme qui s'appelle Glose, et qui est une plateforme de lecture de livres numériques, donc qu'on lit sur les écrans. Et ce qu'essaye de faire Glose et mon équipe tous les jours, c'est de prendre toutes les technologies qui existent dans le domaine du numérique et du mobile et de les mettre au service de la lecture. Un des principaux outils du numérique, c'est le social, le collaboratif, qu'à travers un écran, les gens peuvent communiquer. Et une des fonctionnalités qu'on a développées dans Glose, c'est la possibilité, quand vous lisez un livre, par exemple sur votre smartphone, de pouvoir voir qui d'autre est en train de le lire et échanger avec cette personne sur le livre lu. Naturellement, ça s'adresse à tout le monde, mais ça a beaucoup de succès dans les écoles, notamment les collèges et les lycées, où, premièrement, des enfants qui utilisent Glose parce que c'est sur leur smartphone, je suis désolé de le dire, trouvent que la lecture d'un seul coup est très cool. Et deuxièmement, parce que le fait de pouvoir échanger avec ses amis quand on lit, ça permet de répondre à des points d'incompréhension. Ah, j'ai pas compris ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet aussi de créer de l'émulation. Ah, il est au chapitre 23, je suis au chapitre 12, faut que je lise. Et enfin, ça permet de créer tout simplement de l'excitation et un sens d'équipe qui rend la lecture différente de la lecture papier, mais pour autant complémentaire. Donc moi, je suis là aussi à la fois pour porter une parole gravissime sur le futur de l'intelligence artificielle, mais pour dire que l'homme sait trouver les armes, et la technologie en fait partie, pour toujours rester le plus intelligent et le plus inspiré. Pardon, j'ai été long. Merci beaucoup. Merci infiniment. Marc Vanesson, vous aussi, vous avez eu une trajectoire en politique, en étant notamment directeur des études de l'UMP pendant un temps. Et puis, à nouveau, un peu comme Nicolas Prinsen, mais sous un mode différent, vous êtes engagé très radicalement au service de l'éducation, en créant, en animant, en étant maintenant le délégué général de ce think tank qui s'appelle Vers le haut, qui réfléchit à tous les enjeux éducatifs d'aujourd'hui, notamment en direction des jeunes les moins favorisés. Vous venez de publier chez Bayard « Tous éducateurs et vous pour une société éducatrice ». Alors, comment réagissez-vous à cette problématique avec ce point de vue particulier qui est celui de votre travail actuel? Merci. Bonsoir à tous. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter les références de Phèdre, je me suis permis aussi de le citer dans le livre, donc on a les mêmes références, vous pouvez trouver la même citation. Alors, moi je vais peut-être parler avant de parler d'écriture et de lecture, je vais parler plus largement du langage et du verbe. En fait, donc Vers le haut est un think tank un laboratoire d'idées et d'actions qui essaye de proposer des réponses à la crise éducative en s'inspirant de dispositifs éducatifs qui font déjà leurs preuves sur le terrain. Et donc, on a lancé cette initiative avec des acteurs de terrain qui sont engagés auprès des jeunes. Il y a Apprentis d'Auteuil, l'Armée du Salut, le groupe Bayard, les Scouts musulmans, SES Village d'enfants, Sport dans la ville, je crois que j'en oublie aucun. Et donc, nous, on s'est intéressé à cette question du langage à travers un constat un peu difficile. Je remercie Laurence Mathias d'avoir commencé par des citations qui montrent que ça fait longtemps qu'on se plaint de la décadence des jeunes générations. Ça a le mérite de bien montrer que les générations, enfin les bébés du 21e siècle ou les jeunes du 21e siècle ne naissent pas plus bêtes, plus violents que leurs aînés. Donc que s'il y a une crise éducative, c'est votre responsabilité à vous qui êtes dans cette salle, c'est la mienne, c'est celle des adultes. Même si donc on peut relativiser un peu en citant des textes qui montrent que la question de l'éducation est un vieux sujet, on est quand même face à une crise d'une acuité particulière
ces derniers temps. Et sur cette question du langage, par exemple, on voit quand même que maintenant, je crois qu'il y a un consensus pour dire que le niveau baisse sur la maîtrise des compétences langagières, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et cette crise éducative, elle se manifeste par des symptômes qui sont parfois très, très violents, très brutaux. Je commence mon livre par une apostrophe, mais qu'avons-nous fait pour que des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont été éduqués en France, prennent les armes contre leurs propres concitoyens? C'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pas si anecdotique que ça. Qu'est-ce qui se passe pour que autant de jeunes soient incapables de comprendre un texte simple et des vraies difficultés à s'exprimer? Enfin, voilà, il y a quand même, je dramatisais un peu la situation parce qu'on est vraiment face à un défi très très lourd, et c'est heureux que vous soyez aussi nombreux ce soir parce que ça veut dire que vous êtes sensibles à ce défi. Et sur cette question du langage, nous on l'a travaillé avec plusieurs axes, notamment pour essayer de comprendre un peu ce risque de dissociété, c'est-à-dire de rupture du lien social dans la société. Qu'est-ce qui fait que il y a des tensions croissantes? Est-ce que ça n'a pas un lien justement avec la langue? Alors il y a un linguiste très, très connu qui s'appelle Alain Bentolila, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le verbe contre la barbarie, et il essaye de montrer comment le langage est essentiel dans une société. Alors évidemment, ça paraît assez évident, ne serait-ce que pour échanger, et quand on n'est pas capable de s'exprimer, on passe peut-être plus facilement au point. Donc ça, c'est rien que pour ce point-là. Mais il explique aussi, et en faisant référence notamment aux travaux des neurosciences, l'idée que le langage, c'est pas uniquement quelque chose qui nous permet de véhiculer nos idées avec les autres et de les échanger, c'est aussi ce qui nous permet de structurer notre pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une pensée qui est déjà préexistante et qu'on viendrait juste formuler à travers des mots qui seraient seulement des instruments, mais c'est aussi à travers le langage qu'on structure notre pensée. Et puis ça, c'est un autre axe qui nous a beaucoup intéressé sur cette question de la maîtrise du langage. C'est l'idée que quand on ne maîtrise pas la langue, on est à la merci de ceux qui la maîtrisent mieux. Alors ça aussi, les philosophes l'ont bien montré avec le sophisme notamment, mais là c'est quelque chose qu'on voit très directement avec tous ces mécanismes d'embrigadement qu'on perçoit de façon très stupéfiante ces derniers temps, notamment à travers l'islam radical ou politique, mais pas exclusivement. Et c'est vrai que à travers ce populisme qui monte dans beaucoup de démocraties occidentales, se pose aussi sans doute la question de la capacité de nos contemporains à résister à des raisonnements simplistes, à des slogans, à des pulsions, et ça il y a sûrement à voir avec le langage. Alors là, j'ai parlé beaucoup de la langue sous l'angle utilitaire, mais je pense que dans les défis éducatifs, il y a aussi la question de la langue d'un point de vue esthétique. Et ça, c'est quelque chose sans doute qu'il faut qu'on travaille, et la littérature y contribue évidemment. La poésie, comment est-ce qu'on peut s'émerveiller à travers la langue, comment est-ce qu'on peut être touché, comment est-ce qu'on peut ressentir des émotions à travers la langue. Et ça, il y a beaucoup sans doute à faire dans l'éducation actuelle à la française, qui s'adresse souvent au cerveau et qui ampute parfois la personne de cette dimension sensorielle pour retrouver ce goût de la beauté. Voilà. Alors, on sait aussi, et je le dis d'autant plus que sans doute un des défis, et le numérique qui est pour quelque chose, pas exclusivement, mais un des défis vraiment très très lourds de l'éducation aujourd'hui, c'est la question de la dispersion. La capacité qu'on va avoir à travers l'éducation à donner une colonne vertébrale, ou une patrie intérieure, selon l'expression, la belle expression de Saint-Exupéry, aux jeunes générations, est vraiment un sujet crucial
aujourd'hui, et sans doute que la lecture permet, par le temps qu'elle demande, par la concentration qu'elle demande, est un beau moyen de faire grandir cette intériorité chez les jeunes générations. Et puis un autre axe qui nous intéresse sur la question du langage, c'est la question des inégalités sociales. Il ne faut pas être naïf, on n'est pas tous égaux selon notre milieu culturel et social face à la langue. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, puisque maintenant, les travaux des neurosciences montrent qu'il y a un grand lien entre la maîtrise du vocabulaire, la connaissance d'un vocabulaire, et puis la facilité d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et alors, il y a des travaux de chercheurs américains qui sont particulièrement intéressants, donc je les cite rapidement, de Art et Risley. Ils ont produit des études qui sont connues sous le raccourci de 30 millions de mots. En fait, c'est le nombre de mots d'écart à 4 ans qu'un enfant entend selon qu'il soit issu d'une famille favorisée ou d'une famille défavorisée. Alors les critères favorisés, défavorisés peuvent être discutés, mais bon, dans la catégorie de cette étude, c'est assez bien identifié. Donc, c'est pas le nombre de mots de vocabulaire que les enfants maîtrisent à 4 ans, hein, c'est le nombre de mots qu'ils ont entendus. Pour rentrer plus dans le détail, par exemple, dans cette étude, il montre que par heure, un enfant d'une famille dépendante de l'aide sociale entend 616 mots, tandis qu'un enfant issu d'une famille favorisée en entend 2153. Ils ont noté aussi qu'il y avait une différence qualitative sur ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire que dans les familles plus favorisées, il y a davantage d'affirmations, moins d'interdictions et moins d'injonctions. Alors, pourquoi je vous parle de ces études ? C'est parce qu'aujourd'hui, elles ont un impact sur notre vision de l'éducation, et notamment dans la relation avec la lutte contre les inégalités. Comment est-ce qu'on arrive à favoriser un maximum de jeunes à pouvoir entrer plus tard dans la découverte des grands auteurs, etc. Sans doute, et on s'en rend compte de plus en plus, par ce travail très en amont, dès la petite enfance, sur la question du vocabulaire, de l'oralité. Alors, j'ai encore un peu de temps ou faut que je... Alors, pour essayer de combler cet écart de 30 millions de mots, il y a beaucoup de politiques publiques, notamment en France, qui préconisent un renforcement de la scolarisation le plus tôt possible, du travail pour ouvrir des crèches, des modes de garde pour les enfants de milieux défavorisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 5% des enfants de milieux défavorisés en France qui sont en crèche, par exemple, contre 22% dans les familles favorisées. Donc il y a tout un travail qui est fait sur ces questions. Apprentis d'Auteuil, par exemple, travaille sur l'ouverture de crèches dans les quartiers populaires pour travailler en lien avec les familles sur le développement de compétences langagières chez l'enfant, etc. Et puis il y a une piste qui est sans doute pas suffisamment exploitée, qu'avec Vers le haut on pousse beaucoup auprès des décideurs, des pouvoirs publics, c'est de travailler directement en lien avec les familles pour renforcer le dialogue, l'échange dans les familles, notamment dans les familles les plus défavorisées. Et alors c'est assez intéressant puisque tout ce travail part du principe que les parents ont envie que leurs enfants réussissent, et que même s'ils sont dans des situations sociales compliquées, en les accompagnant, en les encourageant, en leur donnant parfois des conseils, c'est les mieux placés finalement pour répondre aux défis auxquels font face leurs enfants, notamment face aux questions de langage. Alors, je vous donne deux exemples. Un qui vient des États-Unis, qui est un peu tiré par les cheveux, enfin qui est un peu excessif peut-être, mais dans une ville qui s'appelle Providence, aux États-Unis, les services sociaux proposent à des familles volontaires de mettre dans les familles des compteurs de mots.
c'est-à-dire des instruments qui permettent de compter les mots. Et puis il y a un travail de sensibilisation qui est fait auprès des parents pour les inviter à développer le langage, les échanges, les interactions avec leurs enfants dès le plus jeune âge. Alors ce qui est assez intéressant ou amusant, c'est que on voit que ça a un effet positif. Il y a davantage d'échanges, ça augmente de 50% le volume de mots dans les familles en moyenne. Donc ça c'est un exemple, alors qui est évidemment sans doute excessif par son caractère intrusif, mais qui montre que quand on sensibilise les familles à cette question, on peut arriver à des résultats. Et puis je vous donne un autre exemple. Dans les études PISA, vous savez, ces classements assez connus maintenant des résultats des élèves dans différents pays, il y a un volet de l'enquête qui interroge en parallèle des compétences des enfants, qui interroge les parents sur leur pratique parentale. Alors hélas, la France n'a pas souscrit au volet de cette étude en 2015, mais on a quand même quelques informations pour les autres pays qui l'ont souscrite. Il y a des pratiques parentales qui ont un effet très positif sur la maîtrise des compétences langagières à 15 ans. Je vous en cite 2 qui ressortent particulièrement. C'est le fait de lire des histoires à ses enfants en primaire, et c'est le fait de leur demander, d'avoir des dialogues sur comment s'est déroulée leur journée à l'école. Donc, le simple fait de sensibiliser des parents sur l'importance de ces 2 pratiques parentales pourrait déjà avoir un impact sur la capacité d'enfants à 15 ans à maîtriser la langue et donc à rentrer plus facilement dans la connaissance des grands auteurs. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille pour donner à un maximum d'enfants la chance de pouvoir ensuite lire, écrire, goûter ce patrimoine très, 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 très riche et puis l'enrichir à leur tour demain. Sur la question du numérique, je pense que j'aurai le temps de revenir après sur ce sujet, parce qu'effectivement, c'est un très très gros, une très très grosse thématique. Nous, on y travaille avec un axe, et puis je le développerai peut-être plus tard dans les échanges. C'est comment est-ce qu'on met le numérique au service de l'éducation et pas l'inverse. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un combat facile, notamment pour une raison, c'est que le secteur de l'éducation est un secteur qui n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, et que le secteur du numérique, en tout cas les grands géants dont parlait Nicolas Prinsen tout à l'heure, eux ont beaucoup d'argent et ont bien compris ce qui pouvait se jouer dans l'éducation. Donc il y a évidemment des potentialités formidables dans le numérique, notamment dans le champ éducatif, mais il y a un vrai combat à mener pour que le discernement s'opère au profit des jeunes et pas au profit des acteurs du numérique. Voilà. Merci beaucoup. Alain Giffard, vous avez une grande expérience sur ce sujet du rapport entre l'écrit et le numérique. Vous avez vous aussi eu une période plus politique dans votre vie, en étant conseiller technique de l'une de nos ministres de la Culture. Vous avez été directeur informatique de la Bibliothèque de France, donc à la jointure du numérique et du livre. Vous avez présidé la mission interministérielle pour l'accès public à Internet, et donc avez-vous été un serviteur du bien en multipliant les possibilités d'accéder à l'Internet et au numérique, et vous avez remis au ministre de la Culture en 2009 un rapport intitulé « Lire les pratiques culturelles du numérique ». Alors comment est-ce que, avec cette vision très, très large qui est la vôtre, vous répondez à notre question du soir ? Merci, bonsoir. J'adresse à la lecture numérique surtout 2 questions. La première question, c'est celle de la substitution, du remplacement. La lecture numérique qui n'est apparue comme pratique de lecture d'un texte qu'avec la réalisation de l'ordinateur individuel, mais pas de l'ordinateur en général, de l'ordinateur individuel, et surtout celle du web, qui a créé un véritable contexte de lecture,
Cette lecture numérique, dont la forme principale est toujours la lecture du web, remplit-elle l'ensemble des éléments du cahier des charges de la lecture classique, entendue comme lecture que l'on apprend à l'école et que l'on effectue à partir de la chose imprimée, et en particulier à partir du médium du livre. Donc c'est la question de la substitution, du remplacement, et la réponse pour moi à cette question, elle est négative. C'est-à-dire que la lecture numérique ne remplit pas le cahier des charges de la lecture classique, ce qui ne veut pas dire que c'est une horreur pure, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire avec la lecture numérique ce qu'on fait avec la lecture classique. Elle rencontre trop d'obstacles, des obstacles de visibilité, qu'on a essayé de réduire avec les liseuses, avec d'autres moyens, des obstacles de lisibilité, qui ont été étudiés en particulier par les neurosciences, en France par quelqu'un comme Thierry Bassino, et puis aussi cet obstacle que l'on résume par la notion de surcharge cognitive. Alors qu'est-ce que c'est la surcharge cognitive ? C'est un mot compliqué pour une réalité qui est simple. Quand vous avez une tâche à effectuer, il se peut que vous soyez préoccupé par une série de questions qui surviennent au fur et à mesure de cette tâche et qui occupent votre cerveau et qui donc parasitent la tâche principale. Eh bien, c'est exactement la situation de la lecture numérique si on prend l'exemple de ce qu'on appelle les liens hypertextuels. Quand votre regard se promène sur la ligne de lecture, quelque part, l'empan permet de se rendre compte qu'il va y avoir un lien, et le cerveau, d'un côté, lit, et de l'autre côté, se demande s'il va cliquer sur le lien, se demande ce qu'il va trouver s'il clique sur le lien, se demande comment il va revenir de l'endroit où il aura été cliqué sur le lien, se demande s'il ne serait pas mieux d'attendre d'être rendu au bout de la page pour cliquer sur le lien, etc. Bon. Alors c'est un exemple, mais cet exemple est un exemple symbolique et sémiologique, en tout cas sémiotique absolument central, puisque le lien hypertextuel a pu être considéré comme la spécificité de ce type de lecture. Alors l'effet de tous ces obstacles, qui sont maintenant mesurés, on a souvent fait des mesures en mettant des élèves en face d'un texte numérique, et puis en face d'un texte classique, c'est d'abord de compromettre l'association de la lecture et de la réflexion. Vous savez que c'est saint Augustin qui avait établi cette association de la lectio, de la méditatio et de la memoria, ce qui a été repris par mon maître de lecture. J'ai un maître du même, qui était un collègue du vôtre, qui est Hugues de Saint-Victor au XIIe siècle, dans son célèbre Didascalicon d'Estudio Legendi, qui était le grand manuel de lecture, dans lequel a été posé, ça a été oublié pendant un bon bout de temps, redécouvert, établi et circulé dans l'enseignement, cette idée d'association de la lectio et de la méditatio, de la lecture et de la réflexion. Le livre imprimé excelle comme support de cette association. Le regard quitte le texte, il va en l'air, il va sur les marges de la page, on réfléchit sur ce qu'on vient de lire, et puis on reprend la lecture sans difficulté. Bon. Le numérique est bien plus mauvais. Le numérique n'est pas du tout capable de permettre ce genre de pratique. Donc, premièrement, obstacle à l'association de la lecture et de la réflexion. Deuxièmement, et ceci n'est pas sans rapport avec cela, en tant qu'usage de la lecture, pour parler comme les sociologues, ce que je ne suis pas et n'envisage pas d'être, la lecture numérique est particulièrement mal adaptée à la lecture d'études. C'est quelque chose qui a aussi été assez bien travaillé. On sait par exemple que dans les contextes de lecture d'études, très souvent, les gens qui travaillent sérieusement s'arrêtent à un moment donné pour appuyer sur le bouton de l'imprimante et continuer le travail sur la base du papier qui a été imprimé, qui est un support moins bon que le livre, mais meilleur que ce qu'on peut faire à l'écran. Et puis troisièmement, ce qui est pour moi presque le point le plus important,
c'est que la lecture d'études est la base et se prolonge dans quelque chose qui, dans la tradition occidentale, est absolument important, et qui est l'idée de la lecture comme exercice spirituel, si on écoute Pierre Hadot, comme technique de soi, si on écoute Michel Foucault. Mais pour prendre notre philosophe national, je cherche toujours maintenant à pouvoir citer Paul Ricoeur dans mes interventions. Mais pour moi, ce n'est pas tellement difficile parce qu'il a beaucoup écrit sur mes sujets. Une lecture qui est une lecture d'application. Au Moyen-Âge, on parlait des différentes subtilités de la lecture. La subtilitas comprehendi, la subtilité de la compréhension. Subtilitas explicandi, la subtilité de l'explication. Et subtilitas applicandi, ce qui est très intéressant, explicandi, applicandi, explication, application. On comprendrait mieux si on disait explication, implication. Dans un premier temps, c'est difficile de faire le micro en même temps, mais on explique, c'est-à-dire qu'on déplie le texte. Ne jamais oublier que dans un livre, le texte est plié, il est en cahier. Donc on explique, on déplie le texte, et ensuite on s'implique dans le texte. Et ce type de lecture est une lecture qui ne vise pas uniquement le texte lui-même, mais en passant par la compréhension et l'explication du texte, elle vise le lecteur. C'est une lecture qui, pour parler le langage des ingénieurs informatiques, est orientée lecteur. Elle est orientée sujet, plus qu'elle ne serait orientée texte. Alors on ne va pas tout confondre. La combinaison de la lecture et de la réflexion, la lecture d'études, la lecture comme technique de soi ou comme exercice spirituel, on ne peut pas faire un vrac. Là, je vais évidemment beaucoup trop vite, mais c'est toute cette dimension, tout ce pan, tous ces chapitres du cahier des charges de la lecture classique qui est rendu compliqué, difficile, qui ne se fait pas avec la lecture numérique. Ça, c'était ma première question, et donc j'ai répondu non, elle ne peut pas remplacer, elle ne peut pas se substituer à la lecture classique. Alors maintenant, je vais passer du négatif au positif. Enfin, c'est un positif qui est un positif dans le sens des mathématiciens, pas dans le sens des consommateurs. Hein. C'est qu'est-ce qui caractérise maintenant cette lecture numérique? Qu'est-ce qui est totalement différent dans la lecture numérique par rapport à toutes les lectures qui ont pu précéder? Je dis bien toutes. Je voudrais préciser une chose. Lorsque je parle de lecture, lorsque je parle de technologie de lecture, je parle bien de la lecture, je ne parle pas de l'écriture. Je ne pense pas que la lecture est déterminée par les technologies de l'écrit et par les technologies de publication. Alors on pourrait avoir un débat sur cette question. Hein. Évidemment, il faut que ça marche ensemble. Hein. Mais la technologie de lecture est une technologie en tant que telle. Les neurosciences montrent qu'évidemment, il faut que ça colle bien entre la lecture et l'écriture. Et vous savez que pendant longtemps, on apprenait d'un côté la lecture, et puis parfois pas l'écriture, où on le faisait en deux temps séparés, et on s'est habitué à faire les deux ensemble. Mais pendant très longtemps, la technologie de lecture, c'est une technique humaine. Ça ne concerne que l'homme. C'est l'homme qui apprend à lire, et il se rapporte à un support ou à un écrit quel qu'il soit, qui lui a son régime technologique. Et j'ai proposé une formule pour résumer ce qui se passait maintenant en parlant de lectures industrielles. La lecture est devenue une industrie, dans le sens d'Adorno. Hein. Kulturindustrie. Kulturindustrie, ce n'est pas la production industrielle des biens culturels, c'est le devenir industrie de la culture. C'est ça ce qu'a dit Adorno. Et donc là, je souligne le devenir industrie de la lecture. Alors ça passe par quoi, ce devenir industrie de la lecture? Et donc cette nouveauté absolument inouïe qui nous déconcerte, même les meilleurs connaisseurs. D'abord par l'arrivée de machines de lecture. Le robot de Google est un robot qui crawl, qui scanne les textes, qui les indexe, qui les classe avec des algorithmes de ce qu'on appelle le classement de pages, le page ranking. C'est une machine de lecture. Hein. Il va sur tous ces textes du web et il se promène comme un lecteur dans ces textes du web. Donc nous vivons maintenant avec des machines de lecture. Et non seulement nous vivons dans un monde de machines de lecture, mais nous vivons
parmi les produits de ces machines de lecture. Lorsque vous interrogez la réponse à votre requête sur Google, vous avez une page qui n'a jamais été voulue par aucun homme. Quand je fais des formations, par exemple, aux bibliothécaires, beaucoup de bibliothécaires me disent « mais c'est comme un catalogue de bibliothèque informatisé, sauf que c'est plus gros ». Mais ce n'est pas du tout comme ça. Parce que la page qui s'affiche dans un catalogue de bibliothèque informatisé, moi j'ai travaillé puisque j'ai fait le système informatique de ce qui s'est appelé après la BNF et la numérisation avec Gallica, ce qui est affiché, quelqu'un l'a voulu. Hein, c'est-à-dire on va afficher, je ne sais pas quoi, Marc Vanesson, on va trouver tous éducateurs. Et vous, quelqu'un a voulu qu'on trouve ça. Non. Lorsque vous affichez votre page de Google, il n'y a aucun homme qui a voulu que ce soit fait comme ça. Des règles ont été posées dans la machine en amont, mais la page, elle a été produite par ces algorithmes, par ce système machinique, et donc nous lisons, nos lectures se mélangent avec les lectures de ces robots et le produit de ces algorithmes. Enfin, c'est probablement le plus important, bien que ce que je viens de dire soit tout de même une nouveauté considérable, nous sommes entrés dans la période de la commercialisation des lectures et des lecteurs. Quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Au XIXe siècle, on a pu parler des industries littéraires. On pouvait commercialiser, bien sûr, depuis toujours. Les imprimés, les journaux, ça. Mais là, maintenant, on est entré dans une période qui est une période de commercialisation des lectures et des lecteurs. Commercialisation des lectures, c'est, je simplifie beaucoup bien sûr, il y a tant de lecteurs qui lisent telle page ou qui s'intéressent à telle information, et puis commercialisation des lecteurs, le lecteur qui a lu cette page a aussi lu cette page-là, et donc il a un profil de lecture que je peux utiliser. La lecture est devenue un hit, on parle des hits de lecture, ou sur Twitter on parle des impressions de lecture. Évidemment, on n'est pas sûr que ce soit des lectures, mais comme eux, ils revendent ça à des gens qui les payent, ils leur disent que c'est des lectures. Bon. Mais comme ils n'osent pas quand même employer le mot lecture, on dit que ce sont des hits, ça veut dire les gens qui ont été voir le site web, ou ce sont des impressions, les gens qui sont venus sur Twitter. Or, cette commercialisation des lectures et des lecteurs est au centre de l'économie de l'attention. En fait, la lecture, elle n'a jamais été au centre de l'économie, vous voyez bien. Elle a toujours été une question de culture. Ça n'était pas sans lien, évidemment, avec la civilisation, avec l'économie, mais elle n'était pas au centre des dispositifs industriels. Maintenant, la commercialisation de la lecture et des lecteurs est au centre de l'économie de l'attention. On a souvent pensé, on a souvent longtemps dit que l'économie caractéristique du numérique, c'était une économie de l'information. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas l'économie de l'information, mais que c'était l'économie de l'attention. Et donc les batailles entre ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, les réseaux sociaux, et puis sans oublier les Chinois, Alibaba et les autres, ce sont des batailles pour capter l'attention et pour détourner l'attention. Tous ces textes sont numérisés. Ne croyez pas que ce soit pour nous amener la culture sur un plateau d'argent. Ils sont numérisés afin de pouvoir ensuite utiliser l'attention qui a été à ce moment-là configurée par exemple, un moteur de recherche, la capter pour la détourner, pour l'amener ailleurs. Notamment avec ce qu'on appelle, en économie de l'attention, le modèle du marché double face, hein, double-sided market, ou économie de plateforme, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est que le marché biface? C'est facile à comprendre. À droite, j'ai un échange avec quelqu'un, peu importe qu'il soit gratuit ou payant dans le modèle, je lui rends un service, et je me retourne à gauche et je revends à quelqu'un, très cher, les informations que je sais traiter avec mes algorithmes à partir du service que j'ai proposé à droite. Ça, c'est le business model le modèle d'affaires du marché double face et non pas le business model du double-sided market. Donc, le modèle d'affaires de cette économie de l'attention. Alors, notez en passant que cette situation des lectures industrielles est précisément la raison de l'absence d'une technologie unifiante de la lecture numérique qui permettrait de l'élever
de l'aider à remplir ce cahier des charges dont je parlais avant. Parce que les éléments techniques, ils sont là. Ils sont mis en œuvre par telle société, tel bout se trouve ici, tel bout se trouve là. Ça n'est pas, comme on dit, un problème de faisabilité. Mais simplement, dans le dispositif des lectures industrielles, l'objectif n'est plus de favoriser la lecture comme activité privée, de favoriser la lecture, si vous voulez, approfondie, mais au contraire de favoriser le détournement de l'attention du lecteur pour lui proposer autre chose. C'est pour ça que cette technologie est encore aussi mal organisée et aussi loin du cahier des charges des lecteurs classiques. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup de ce tour d'horizon très stimulant. Évidemment, dans tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, on voit bien les résonances qui rejoignent en particulier les préoccupations de notre lieu, la dimension du rapport à un texte fondateur. Alors le christianisme n'est pas une religion du livre, mais une religion de la parole. Mais le livre révélé est précieux pour accueillir cette parole qui vient de Dieu et qui parle au cœur. Et puis la lecture comme exercice spirituel, la lecture comme source de méditation, d'accès à soi-même et à au-delà de soi. Nous allons maintenant un peu échanger entre nous avant de laisser quelques questions à l'Assemblée. Donc n'hésitez pas les uns et les autres à réagir assez rapidement et éventuellement à vous interrompre, ou en tout cas à vous donner la réplique sans qu'il y ait nécessairement un ordre totalement organisé entre tous. Je voudrais commencer peut-être en rebondissant sur ce que disait Alain Giffard et en m'adressant à Nicolas Prinsen. Votre start-up, c'est une manière de favoriser la lecture ou de détourner l'attention des lecteurs pour des raisons inavouables? C'est évidemment de la détourner pour vendre du shampoing, des produits de toilette, etc. Non, enfin, tout ce que dit Alain Giffard est vrai par bien des aspects, et c'est vrai que on peut mettre en question très largement, mais là ça va beaucoup plus loin que la lecture sur écran. C'est le modèle d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est un modèle économique qui principalement procède d'un accès à de l'information gratuite en grande quantité, qui se paye par le fait que des grandes entreprises vont apprendre énormément sur vous, vos besoins, vos goûts, et donc vont piocher allègrement dans vos portefeuilles. Il y a du bon à ça, il y a du mauvais, et c'est vrai que moi je pars d'un postulat qui est un petit peu différent, c'est que telle est la structure de l'état technologique du moment, et la question est de savoir, est-ce qu'on le subit à 100% ou est-ce qu'on essaye d'agir dessus? Des façons d'agir dessus pour changer un statu quo, dans le domaine de la technologie, il y en a deux. La première, la plus directe, dont on entend parler à longueur de journée à la télévision, c'est la politique, c'est-à-dire la régulation. Ah, comment est-ce qu'on va réguler Google? Comment est-ce qu'on va réguler Facebook, etc. Je connais cet exercice. Et puis il y en a un deuxième exercice, ça s'appelle l'innovation. C'est de se dire, mais finalement, plutôt que d'avoir un face-à-face avec ces gens-là, est-ce que je ne sauterai pas la barrière? Est-ce que je ne passerai pas de l'autre côté à créer une solution alternative? Les deux voies sont absolument légitimes, fortes, puissantes, nécessaires. Et je pense que ce qu'on entend à la table, c'est deux voies un peu différentes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous avez raison, Alain Giffard, de vous positionner comme un critique de ce modèle, et je pense que c'est tout à fait sain, et honnêtement, j'abonde dans votre sens dans cette critique. Moi, j'ai fait le choix, il y a maintenant 3 ans et demi, de passer de l'autre côté et de me dire, tiens, je suis peut-être complètement fou, mais je pense qu'une alternative est possible à cette vision, et qu'on peut créer par exemple une app de lecture qui sera un peu différente, peut-être un peu meilleure, un peu plus adaptée que ce qu'ont créé les GAFA dont vous parlez et qui clairement sont mes concurrents. Pour moi, et c'est important, autour de tout ce qu'on dit sur la technologie, il y a une espèce de métadiscours ou de doute qui plane sur finalement notre capacité à changer les choses. Comme si cette bataille était perdue pour toujours et que l'Internet d'aujourd'hui allait rester tel qu'il est pendant très longtemps. Je lutte à tous les niveaux possibles et imaginables contre cette idée. Je pense que les plus grandes entreprises du monde peuvent changer
et qu'il est toujours possible pour la France, par exemple, pour nous, de choisir comment on veut vivre sur Internet. Après, de manière beaucoup plus basique, hein, il faut considérer deux choses. Premièrement, l'urgence du moment, et on la voit tous, on la connaît tous chez soi, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est différente dans son appréhension des technologies. Et je suis parfaitement d'accord sur les comparaisons qu'on peut faire entre lecture papier et lecture numérique. Moi-même, je lis beaucoup en papier, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on a une nouvelle génération qui passe en moyenne 9 heures sur son smartphone tous les jours. Donc quand on passe 9 heures par jour sur son smartphone, moi, la première question que je pose, c'est comment faire en sorte de détourner un tout petit peu de ce temps sur de la lecture plutôt que sur du chat ou de la vidéo ou des choses comme ça. Et c'est purement stratégique, pas forcément très intelligent, mais moi, c'est en tout cas la question que je me pose. La deuxième, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que dans tout contenu culturel, si noble soit-il, se pose une question très simple qui est celle de l'accès au contenu. Et le livre tel que vous le connaissez, le livre papier, il est aussi la conséquence de grands entrepreneurs du passé qui se sont dit « Ah tiens, il y a une révolution industrielle en cours, c'est la révolution du chemin de fer. » Alors moi, Louis Hachette, j'ai compris un truc que d'autres n'ont pas compris, c'est que si je voulais mettre des livres dans les mains des gens, et je ne vous parle pas de livres qui vont forcément faire grandir l'âme humaine, hein, je vous parle de divertissement, de lecture de divertissement, il y a un truc malin à faire, c'est de faire des librairies dans les gares et de faire des guichets. Ben, ce type-là, à l'époque, je suis sûr qu'on aurait dit de lui « Ah quand même, c'est un peu vulgaire ce qu'il fait, hein. Il a compris que les gens allaient tous faire la queue pour attendre leur train, donc boum, il leur refourgue du livre. » Bon, bah, ce type était un génie industriel, et c'est sans doute grâce à des gens comme ça que la lecture se fait. Donc moi, je suis assez prudent dans la condamnation des stratégies un peu comme la mienne, qui consiste à profiter d'une opportunité. Ben oui, on passe nos vies sur les écrans aujourd'hui. Comment faire en sorte que cette vie sur les écrans porte plus sur les éléments qui comptent, comme la lecture? Compris ? Oui, moi je serais très, très prudent et j'appelle à beaucoup de prudence par rapport à l'idéologie. Laissons l'idéologie à l'écart de la lecture. Le débat concernant la lecture qui est un sujet culturel ne peut pas, je vous le dis très, très directement et très franchement, se saisir par une opposition entre l'État et l'innovation. On n'est pas dans cette question-là. On est dans la question d'une pratique culturelle et d'un savoir culturel. Je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai jamais milité pour les interventions étatiques, les régulations, etc. Je ne suis pas du tout favorable à ce genre de choses. D'ailleurs, en France, il n'y en avait pratiquement pas eu, pratiquement jamais. On en parle tout le temps, mais il n'y en a pas. Bon. Donc, mais l'alternative n'est pas du tout celle-là. Mais pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'opposer, qu'on oppose autant qu'on veut. Moi, je ne fais pas de politique et plus de politique depuis très longtemps. Je dis, laissez-la la politique. Laissez-la la politique. Nous sommes dans un sujet qui est un sujet de culture. Et les gens qui inventent la lecture numérique, ce sont des gens de culture. Bon. Et, je ne nie pas du tout la contribution qui peut être apportée par telle société, et encore moins la contribution qui peut être apportée par des individus qui font des choses. Pendant très longtemps, j'ai été le traducteur patenté de Ted Nelson, l'inventeur du lien hypertexte. Donc, je sais la contribution que peuvent avoir de tels inventeurs. Mais l'histoire de la lecture, c'est quelque chose qui relève du domaine, je veux dire une grossièreté que je ne devrais pas dire ici, de l'esprit. Marc Agnesson ? Mais moi, j'ai pas envie de laisser la politique de côté, au contraire. Je suis impressionné, en fait, par notre naïveté, notre fascination face à ces géants du numérique. Alors, je sors un peu de mon sujet, de mon truc, mais c'est quand même dingue. On est face à des structures qui sont monopolistiques.
Enfin, c'est-à-dire que quand vous voyez la répartition, alors je ne suis pas un spécialiste, mais du marché publicitaire sur Internet, enfin, je ne sais pas quelle est la part de Google, mais c'est complètement fou. Quand vous voyez la part que représente Facebook sur le temps passé dans les réseaux sociaux, on est sur du monopole. Et aujourd'hui, le politique, justement, il est complètement sorti. Regarde, ça fasciné parce qu'on n'a pas encore découvert. Donc on est capable de lutter contre le monopole dans la sphère industrielle, de se dire que la fusion de telle grosse boîte industrielle avec telle autre, c'est, mon Dieu, c'est dangereux, attention. Et alors par contre, par rapport au numérique, on est comme ça. Alors que quelques petites décisions politiques, alors que la France ne peut pas prendre toute seule, mais avec d'autres, bien ciblées, par exemple une séparation entre la régie, l'activité de régie et l'activité de recherche, de moteur de recherche, etc., pourrait avoir un impact très très fort. Et là, je vais dans le sens de Nicolas Prinsen. La situation actuelle du marché ne sera peut-être pas la même dans 10 ans. Les géants d'aujourd'hui. Ah non, mais là je parle pas sur le numérique en général, et ça aura beaucoup d'impact sur notre vision du numérique. Et on est aussi fasciné en tant que consommateur. Ce que vous avez décrit, alors j'ai pas retenu le terme anglais, mais la dimension double face, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Enfin, c'est ça, c'est l'idée que si on a accès à Google, à toutes ces dimensions, enfin toutes ces potentialités gratuitement, c'est parce qu'en fait, c'est nos données qui sont commercialisées, etc. Ce que vous avez décrit là, en tant que consommateur, on le subit de façon incroyablement passive. Quand est-ce que des associations de consommateurs vont essayer de faire un peu contrepoids contre des pratiques, mais qui sont proprement scandaleuses? J'ai vu qu'il y a quelque temps, sur les histoires de géolocalisation, si vous avez des applications type, enfin je ne vais pas en citer, mais de grands médias français, il y a des entreprises qui sont capables aujourd'hui de retracer votre parcours dans la journée et de le vendre à des entreprises. Et ça, on accepte ça gentiment, etc., en tant que consommateur, comme des moutons prêts à être tondus sans protester. Alors, je vais donner un exemple d'un mouvement aux États-Unis dont je parle dans mon livre, qui est en train d'un peu d'émerger en contrepoids là-dessus, par rapport à cette question de l'économie de l'attention. Effectivement, c'est aujourd'hui le modèle économique du numérique. Et vous avez des services numériques qui, comme leur nom l'indique en théorie, sont là pour nous rendre service et qui sont maintenant devenus au contraire des systèmes qui captent notre attention et nous font perdre du temps et nous dispersent. Et il y a des chercheurs, des salariés de grandes entreprises du numérique qui se posent la question de ce qu'on appelle le design éthique. Est-ce que ces entreprises ne peuvent pas assumer davantage une responsabilité à l'égard de leurs clients pour arrêter de leur faire perdre du temps et de capter leur attention et à des fins autres que ce que les consommateurs sont venus chercher sur ces services? Il y a même certains ingénieurs qui parlent d'un serment d'Hippocrate qu'il faudrait que ces acteurs du numérique fassent, c'est-à-dire ne pas nuire à leurs utilisateurs et mettre à profit, arrêter de mettre à profit toutes les données qu'ils connaissent sur nous, toute la potentialité du numérique pour d'autres fins que le bien de leurs consommateurs. Donc, moi, il me semble justement que sur cette question du numérique, on a ardemment besoin de davantage de politique et d'arrêter cette fascination. Et je dis ça alors que je suis un fervent utilisateur de ce service, que j'en mesure aussi tout le rapport, etc. Mais on a besoin de la politique pour contrebalancer des mécanismes qui sont économiques et qui peuvent être régulés, il me semble. Alors j'imagine qu'il y a besoin de politique de temps en temps, mais aussi d'enseignants qui doivent un peu réagir à la manière dont les étudiants se précipitent sur Wikipédia ou simplement sur Google, et où finalement les dissertations de philosophie ressemblent à une sorte de promenade fermement dirigée par les injonctions de Google. Alors l'avantage en philosophie, c'est peut-être un manque de Google, c'est qu'il n'y a pas de bonne dissertation sur Google, donc dès qu'il pompe, ça se voit. Voilà, donc même, alors surtout quand c'est à la maison, quand c'est en temps limité aussi, voilà. C'est sûr que moi, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Est-ce que ça sert encore aujourd'hui à quelque chose?
de donner des dissertations à la maison. Hein. Je suis désolée par rapport à toute l'étendue des débats. Je reviens à quelque chose de très prosaïque, mais des questions qu'on se pose entre professeurs. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est pas un piège en fait tendu aux étudiants dans la mesure où on le vérifie sur nous-mêmes? Hein, tout cela, on le vérifie sur nous-mêmes et on le sait du coup pour les étudiants. Il y a un vertige de la lecture, il y a un vertige de la recherche, et du coup, quand il faut faire ce travail personnel et de questionnement qu'on ne trouve pas du tout, en philo en tout cas, hein, en histoire par exemple, ça serait un peu différent, mon collègue ne fait plus de dissertation à la maison. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Est-ce que c'est pas les mettre dans une situation intenable? Alors j'ai essayé je leur en parle, je leur dis que c'est un autre exercice et que je pense que justement c'est nécessaire pour faire cette expérience, pour faire l'expérience d'un travail dans la durée. Et par contre, je leur propose de les accompagner, c'est-à-dire d'essayer de leur donner rendez-vous à ceux qui veulent pour guider ce travail. Donc vous voyez, en quelque sorte, c'est sûr, donc il faut être attentif aux stratégies de triche et ces possibilités de copier-coller. On les connaît même pour des personnalités très en avant, etc. Pour les étudiants, j'allais dire, l'avantage, encore une fois, c'est que le fait d'insérer dans un raisonnement quelque chose de tout fait se voit énormément. Voilà. Mais je crois que notre rôle d'enseignant, c'est d'accompagner de façon très concrète, j'ai pris cet exemple-là, leur travail, parce que il faut qu'ils fassent eux-mêmes l'expérience, d'une part, de la différence complète, radicale des contenus de ce qu'ils trouvent sur Internet, de la vanité, de l'erreur, etc., de la nullité de certaines choses, qui tombent dans le piège certaines fois, et par contre, que pour autant, on ne s'interdise pas à la fécondité de cet exercice, qui est le fait qu'on puisse faire l'expérience que ça sert à quelque chose de lire pendant 15 heures, 20 heures sur un sujet, et que ça fait progresser, et ça fait franchir un seuil qu'aucun travail sur table ne permettra de faire. Voilà, donc on essaye de trouver des dispositifs, par exemple, de façon très concrète. Je travaille aussi avec eux pour voir comment ils prennent leurs cours sur... vous disiez tout à l'heure, effectivement, que c'est pas la même chose effectivement, d'avoir un texte papier. Donc, par exemple, quels sont les textes qu'on donne, qu'on envoie par Internet? Hein, on peut envoyer plein de textes par Internet. Moi, pour l'instant, j'ai choisi les textes que je veux vraiment qu'ils travaillent, je les photocopie. Voilà, des petites choses comme ça, et je regarde de quelle manière, en début d'année, s'ils choisissent de prendre des notes sur Internet, sur ordinateur, et bien de quelle manière les liens de raisonnement, la structuration de la pensée se fait par cet outil, et certains décident en fin d'année de reprendre le crayon, de reprendre le stylo. Voilà, tous les cheminements sont possibles, c'est très intéressant de suivre ça. Alors, merci beaucoup. Marc Nesson, vous avez évoqué dans vos efforts éducatifs, votre réflexion sur les efforts éducatifs, en particulier vers les plus défavorisés, l'apprentissage du langage, la vérification de l'ampleur du vocabulaire, etc. Et vous avez annoncé un petit prolongement sur quand même l'aide que le numérique pouvait apporter dans ces situations dont vous avez rappelé en commençant à quel point elles peuvent être dramatiques, ce besoin de fondation culturelle pour pouvoir vivre tout simplement en société. C'est la partie quels sont les aspects positifs du numérique dans l'éducation là, que vous me demandez, si j'ai bien compris. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des vertus évidentes. Alors je vais peut-être en donner une. Par exemple, une des demandes aujourd'hui, on voit sur les questions éducatives, c'est de sortir de l'approche de masse. En fait, on est passé du modèle du préceptorat qui concernait pas tout le monde, mais qui concernait une partie des personnes au modèle de la classe. Et puis là, on voit à travers l'échec d'une partie du système éducatif et cette massification du système éducatif qui laisse quand même une partie de la jeunesse sur le côté, qu'il y a un besoin de davantage de personnalisation, de prise en compte de chaque jeune dans son individualité. Et là, le numérique peut être un outil intéressant. Par exemple,
Alors c'est en voie de test dans certains établissements, mais le fait par exemple de pouvoir travailler sur des exercices avec les élèves, sur des tablettes par exemple, où l'enseignant a en temps réel les résultats des élèves de la classe. Donc vous avez un enseignant qui fait un petit topo sur une notion, et puis les élèves peuvent directement passer à un exercice, et l'enseignant peut voir en temps réel est-ce que les élèves ont compris, oui ou non, ce qui avait été transmis. Pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être de retravailler, de revoir. Pour ceux qui, au contraire, ont compris, d'avoir des exercices adaptés qui permettent d'aller plus loin et de s'adapter au profil de chaque jeune. Donc ça fait partie des choses qui sont possibles. Donc c'est bien pour montrer que je ne suis pas dans un rejet massif du numérique. En revanche, tout ce travail-là demande évidemment une préparation très très importante, demande des contenus vraiment adaptés, et donc une évolution aussi de la façon de travailler des enseignants. Et c'est-à-dire que le simple fait de donner une tablette dans une classe, comme c'est hélas trop souvent le cas dans beaucoup d'établissements scolaires, non seulement ne résout pas les problèmes, mais peut même les aggraver, puisque là, il y a plusieurs études, notamment en France, qui montrent qu'il y a une fracture numérique, notamment sur les usages. C'est-à-dire qu'on a beaucoup craint à un moment la fracture numérique sur l'équipement, en se disant, voilà, il y a une partie de la population qui ne sera pas équipée. Donc, ça reste très marginal. Alors ceci dit, justement, comme c'est très marginal, c'est aussi très inquiétant parce que les rares, notamment au niveau des jeunes, les rares jeunes qui sont vraiment complètement coupés de l'accès au numérique, à l'Internet, etc., ont des vraies difficultés. C'est notamment le cas pour des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui cherchent du travail, qui n'ont pas de poste d'accès Internet, etc. Donc c'est pas anecdotique parce qu'effectivement, ils sont peu nombreux, mais justement, ils sont d'autant plus handicapés par ce manque d'équipement. En revanche, il y a une fracture sur les usages qui est de plus en plus perceptible. Alors, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Je vais raccourcir un peu, mais on voit dans certains travaux que les enfants issus de milieux sociaux favorisés ont un usage du numérique qui est plus orienté vers justement l'éducatif, le culturel, etc. Tandis que les enfants qui sont déjà les plus en difficulté ont davantage un usage ludique, de divertissement, de chat, etc. Donc si on livre des outils numériques comme ça sans avoir travaillé sur les contenus, sur la formation des enseignants en amont, etc., on risque au contraire de renforcer les inégalités. Je voudrais demander à Nicolas Prinsen, dans cette perspective de modèles alternatifs aux grandes entreprises quasi monopolistiques, comment est-ce que vous choisissez les œuvres que vous mettez sur Glose? Comment vous avez choisi les premières? Comment est-ce que vous exercez cette responsabilité finalement culturelle d'être un peu un prescripteur des lectures proposées? Alors nous, on a une librairie qui a à peu près 1 million de livres numériques. Donc bon, un des bons aspects du numérique, c'est qu'il y a énormément de choix et que donc depuis un smartphone, vous pouvez accéder à des centaines de milliers de titres. Donc ça, c'est une bonne chose. Nous, pour faire la prescription, on essaie de trouver deux choses. D'abord, quelles sont les lectures recommandées, notamment pour une classe d'âge. Et cette information, on l'a en travaillant avec des enseignants ou avec le ministère de l'Éducation nationale qui recommande certaines lectures pour des classes d'âge. Et donc, on se fie à leur science sur le sujet. Et deuxièmement, on essaie de se fier au goût de l'enfant, de l'enfant ou du lecteur, quel qu'il soit. Là, on fait comme toutes ces sociétés de technologie, c'est-à-dire qu'on essaie de lui faire des recommandations en fonction de ses lectures passées, de faire en sorte qu'il nous dise quels auteurs il aime pour qu'on lui propose des auteurs similaires. Et c'est vrai que derrière cette dimension, il y a une science qui s'appelle la data science, la science des data, la science des données, qui fait qu'on va vouloir connaître un petit peu vos goûts pour vous recommander des livres qui devraient vous plaire, statistiquement. Donc c'est un mécanisme assez classique de ce point de vue-là. La data science, c'est comme Amazon qui vous dit, vous avez acheté tel livre, celui-ci aussi devrait vous plaire, et en 2 clics, on l'a acheté. Tout à fait. Et c'est un des cas où l'économique et le culturel peuvent peut-être se rejoindre, parce que acheter un livre, c'est jamais un acte totalement négatif, quoi.